Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'opposition congolaise s'organise pour rejeter toute révision constitutionnelle. 3 partis, un objectif, barrer la route à une éventuelle candidature du président Joseph Kabila à la présidentielle de 2016. Et retour sur l'enlèvement des otages de Boko Haram enlevés dans le nord du Cameroun ce dimanche. Les recherches sur le terrain sont au point mort. Le renforcement des troupes au sol et l'amélioration du renseignement militaire sont imminents. Et les initiatives pour accroître l'accès à l'électricité sur le continent se multiplient. En Guinée, par exemple, où 18,8% seulement de la population a accès au courant électrique, les efforts ont été salués par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. En République démocratique du Congo, l'opposition invite au rassemblement le 4 août contre la révision constitutionnelle. Elle lance un appel à la mobilisation afin d'empêcher le président actuel Joseph Kabila de réformer la Constitution et de briguer un 3e mandat. Ibrahima Ndiaye. Mobilisation de l'opposition contre la révision constitutionnelle. Dans une lettre commune publiée mardi 29 juillet, 3 partis de l'opposition appellent à une mobilisation le 4 août prochain pour dénoncer le projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe et de l'engagement pour la citoyenneté et le développement dirigé par Martin Fayoulou. Nous lançons un appel à la population de Kinshasa à venir nombreux assister à un meeting populaire de sensibilisation que nous organisons le lundi 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. L'objectif est en effet de barrer la route à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2016 du président Joseph Kabila. Pour l'opposition, ce dernier souhaiterait briguer un 3e mandat alors que la Constitution limite les présidents à 2 mandats de 5 ans. Un mandat de trop, souligne l'opposition. Des accusations balayées d'un revers de main par la majorité présidentielle. Mais le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous nous demandons au nom de quel principe. Et à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée et la mission de l'ONU sensibilisent les rebelles au désarmement. C'est en ce sens que des tracts ont été lancés par hélicoptère dans le nord Kivu. Objectif, inciter les rebelles ougandais des ADF Nalu à déposer volontairement les armes et à libérer leurs otages. Des appels ont également été relayés par des radios communautaires. Les recherches pour retrouver les otages enlevés par Boko Haram ce dimanche 27 juillet dans le nord du Cameroun se poursuivent. D'importantes mesures ont été prises par l'État camerounais, notamment le futur déploiement de forces militaires dans la zone et des sanctions prononcées contre certains chefs militaires. Les précisions d'Ibrahima Ndiaye. Vers le renforcement de la présence militaire dans les régions nord et de l'extrême nord du Cameroun. Des réunions de sécurité et de crise se tiennent à la présidence de la République et à l'état-major des armées depuis l'attaque de Kolafata qui a fait plus de 15 victimes et de nombreux otages, notamment l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali, mais également le maire de la ville de Kolafata. Plusieurs mesures ont été déjà prises face à l'urgence comme le renforcement du dispositif sécuritaire pour lutter contre la secte islamiste Boko Haram. Des sanctions ont été également décidées par le chef de l'État Paul Biya à l'encontre de certains chefs militaires. La réaction du gouvernement, on peut dire, elle a été prompte pour une fois, peut-être parce qu'il s'agit de questions sécuritaires. En général, le gouvernement camerounais prend son temps avant de réagir. Là, ça s'est fait tout de suite. Donc, les responsables, les unités militaires ont été relevés de leurs fonctions. Les lieux sécuritaires doivent être permanents, doivent être renforcés en permanence. Maintenant, il y a effectivement une menace sérieuse avec ce Boko Haram-là, dans la partie septentrionale du pays. Et on espère que les nouvelles mesures vont porter leurs fruits. Le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises ont longtemps dormi sur les slogans de « Nous sommes un pays de paix, nous vivons en paix ». Ça représente pour dire la paix est préservée. On a passé le temps à claironner ces chansons-là. On n'a pas pris des mesures adéquates pour lutter contre l'insécurité sur le terrain. Et même si effectivement les recherches sur le terrain sont au point mort, le renforcement des troupes au sol, mais également du travail dans le renseignement feront la différence pour mettre hors d'état de nuire la secte islamiste. Au niveau des recherches, on n'a pas plus d'informations que cela. Je crois que les recherches se poursuivent. On en saura un peu plus dans les prochaines heures et peut-être dans les prochains jours. Les groupes armés terroristes n'ont pas plus de moyens que l'armée camerounaise ou la police camerounaise. C'est un problème d'organisation.
Et moi, je ne crois pas que c'est l'aviation qui peut résoudre la question de Boko Haram. C'est davantage au niveau du combat au sol et surtout du renseignement. La lutte contre Boko Haram est une priorité dans la région. Depuis 2009, plus de 2000 personnes auraient trouvé la mort dans les attaques attribuées à la secte Boko Haram, selon des organisations de défense des droits humains. En Libye, la principale base militaire à Benghazi est tombée ce mardi dans les mains de groupes islamistes. Parallèlement, les autorités peinent à faire face aux milices dans la capitale Tripoli, menacées qui plus est par un immense incendie. Et face à ce chaos, plusieurs pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays qui fait depuis plusieurs semaines le théâtre de combats meurtriers. Ces combats auraient même fait au moins une centaine de victimes et 400 blessés. Retour sur la mise en place du guichet unique au Tchad depuis 2012. L'Agence nationale des investissements se mobilise afin d'améliorer le climat des affaires, notamment en facilitant les démarches administratives des opérateurs économiques, comme nous l'explique le reportage de notre correspondant au Tchad, Daniel Abouki. Créer son entreprise en 72 heures, c'est l'une des facilités qu'offre le guichet unique aux opérateurs économiques. À l'instar de la plupart des pays africains, le Tchad renoue avec la programmation économique. Au-delà de l'amélioration du climat des affaires, la mise en place du guichet unique vise surtout à ramener vers le secteur formel une grande part de l'économie estimée à 40% du produit intérieur brut. Ce guichet unique avait le rôle qui est confié à tous les guichets uniques, d'abord réduire le nombre de procédures qu'il y a à la création d'entreprises. On est donc passé de près de 19 procédures à 4 procédures en ce temps-là. Il s'agissait également d'un deuxième objectif qui est celui de la réduction des délais dans la création de l'entreprise, d'où le délai de 72 heures fixé qui aujourd'hui est plus ou moins tenu. En 2 années de fonctionnement, le guichet unique a enregistré plus de 5000 entreprises. Une aubaine pour l'économie du pays forte d'une croissance de 7,2%. Le potentiel existe. Maintenant, ce qui manque, et c'est là le rôle principal qu'aura joué l'agence, c'est de mener les études, c'est d'avoir des projets concrets à proposer à des investisseurs et à organiser dans ce cadre-là un forum international où les gens pourront avoir devant eux des projets, je dirais, comme l'on dit, globalement bancable, c'est-à-dire un projet estimé avec une étude de préfaisabilité complète. Et ce sera le rôle de l'agence qui, la semaine prochaine, va tenir un séminaire pour faire adopter son plan stratégique 2014-2018 dans ce sens-là. L'énergie, le tourisme ou encore l'agriculture sont entre autres secteurs d'opportunité au Tchad. Porte d'entrée unique pour tout investisseur au pays, l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI entend innover davantage pour attirer de nombreux et nouveaux investisseurs étrangers. En 2013, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Nigeria et la Tanzanie ont bénéficié du plan Power Africa lancé par le président américain Barack Obama. Un plan de 7 milliards de dollars qui a pour objectif de doubler l'accès à l'électricité au sud du Sahara d'ici à 2017. Un an après son lancement, des interrogations subviennent quant à sa mise en œuvre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette initiative ne serait pas assez ambitieuse. Il faudrait 300 milliards de dollars pour parvenir à un accès à l'électricité en Afrique subsaharienne d'ici à 2030. De nombreux pays du continent font de la lutte contre le délestage une priorité. Face à ce fléau, les États préconisent divers projets. Nous verrons le cas de la Guinée qui a monté des initiatives saluées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, avec le reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique encourage la Guinée dans le projet d'électrification du pays. Selon les chiffres officiels, 18,8% seulement des Guinéens ont accès au courant électrique. Un taux très faible pour un pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La demande sociale est de plus en plus forte. Plus de 500 millions de dollars sont investis depuis le premier mandat du président Alpha Condé. Des efforts salués par le système des Nations Unies. La Guinée est très consciente de son potentiel hydrographique et qui se traduit aussi par un potentiel d'énergie renouvelable considérable, peut-être un des plus élevés du continent.
Et actuellement, il y a déjà la construction du barrage de Caleta qui va pouvoir répondre à une bonne partie des besoins. Mais c'est clair que si on veut vraiment industrialiser le pays, l'électricité est le point d'entrée principal en termes d'infrastructure. Le barrage hydroélectrique de Caleta pourra couvrir les besoins en électricité d'une dizaine de villes du pays. Des projets de construction de micro-barrages comme les barrages de Zegbela en région forestière au sud du pays et Touba en Moyenne-Guinée au sud du Sénégal sont en construction. L'amélioration de la desserte du pays en électricité reste une des priorités du gouvernement guinéen. Nous avons un potentiel hydroélectrique qui est très important et qu'on peut mettre en valeur et qui peut soutenir aussi l'exploitation des ressources minières pour avoir la valeur ajoutée, ce qui pourrait donner un taux de croissance plus élevé pour notre pays, surtout pour la mise en valeur de ces grandes unités industrielles que nous sommes en train de mettre en place. L'État guinéen a en outre investi dans les énergies nouvelles et renouvelables pour assurer l'éclairage des artères publiques. Plus de 7000 lampadaires sont à ce jour installés dans les villes du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.